Et donc, j'étais là, la femme adulte de 29 ans, 30 ans, 31, 32, les années passées. Et je disais, purée, mais comment je vais m'en sortir? Mais en fait, Ayman, la seule chose qui m'a sauvée, il y a deux choses, trois. La première, c'est la foi. Parce que du coup, je me suis reconnectée à ma foi, à Dieu. C'était le fil conducteur. Et tous les jours, parce que quand j'écrivais, je lui parlais. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau tournage qui va être un témoignage assez profond sur un sujet qu'on ne parle pas forcément, mais qui touche beaucoup de personnes, c'est la dépression. On va en parler autrement, pas forcément par des chiffres, mais par un réel témoignage. Aujourd'hui, du coup, on accueille Margot, qui nous partagera du coup son expérience avec le cœur. Elle va nous parler des étapes qu'elle a dû surmonter et de ce qui a pu l'aider à revenir un petit peu du coup à la vie. Donc Margot, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Margot. Je fais partie de l'équipe de Mozaland. Je fais du crossfit avec Ayman. Et je bosse ici aussi dans un groupe où je suis chargée de l'expérience client. Et à côté de ça, j'ai une page qui s'appelle The Dakar Dream, où je partage mes aventures au Sénégal depuis que je suis revenue vivre ici en 2019. Donc voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours depuis que tu es rentrée au Sénégal, comment tu as vécu, qu'est-ce que tu as pu ressentir et quelle a été la période, on va dire, un petit peu sombre que tu as eu à surmonter? Ok, alors moi je suis arrivée en 2019. Quand j'étais petite, j'habitais ici, donc c'était pas, même si j'ai quitté le pays assez jeune, voire très très jeune en collège. Donc je suis revenue après à la fin de mes études, au début de ma carrière, sur un coup de tête, littéralement. Pourquoi? C'était une quête de vie. Vraiment, j'étais dans une période très 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 difficile. J'étais à Paris, je travaillais là-bas. Dans une start-up en marketing. Avant ça, voilà, j'étais vraiment dans une vie assez stable. J'ai fait des études, j'ai eu mon master, j'ai commencé à bosser. J'étais avec quelqu'un depuis 4-5 ans et donc on vivait ensemble. Donc la vie était vraiment, elle suivait son cours, on va dire. Tout allait bien, entre guillemets. Je faisais beaucoup de sport à l'époque déjà. Tous les sports, crossfit. J'avais déjà commencé le crossfit en 2015, quelque chose comme ça. Ouais. Donc j'avais vraiment une vie healthy, je mangeais bien, j'avais vraiment, on va dire qu'on me regardait, c'était Margot, she got it all, quoi. Voilà, tout, le mec, l'appart, le boulot, le sport, une vie saine. Et du jour au lendemain, plus ou moins, ça a basculé parce qu'on s'est séparés avec cette personne. Et c'était en 2018, ça faisait 5 ans. Et donc quand on s'est séparés, j'avais trouvé un VIE juste avant, je devais aller à New York. Avec une boîte qui m'avait recrutée en VIE. Et donc, la boîte me dit, il y a la loi RGPD qui vient de passer, donc on n'a plus les fonds, on ne peut plus ouvrir les bureaux à New York. Donc, est-ce que tu peux rester travailler avec nous à Paris, pardon. Et donc, je venais du coup, la séparation. Un mois après, la boîte me dit, on ne t'envoie plus à New York, alors que moi, je me disais, bon, on est séparés. Je reviendrai dessus après, donc ça va aller, j'ai mon échappatoire. Tu as quelque chose de positif quand même qui arrive et donc tu t'accroches à ça. Exactement. Et en fait, la boîte me dit non. L'appartement où on vivait, c'était l'appartement de sa famille. Donc, pareil, je devais quitter l'appartement, même si c'était pour moi chez moi. J'avais décoré, j'avais tout fait. Donc, il fallait quitter mon chez moi. J'avais perdu mon repère, parce que c'était quand même mon meilleur ami aussi, vraiment mon meilleur ami. Donc, mon chez moi, j'ai perdu un ami. On était hyper proches avec sa famille, donc j'ai perdu aussi sa famille. L'appartement, le boulot me dit on t'amène plus à New York. La folie, quoi. Là, une gifle émotionnelle que je n'ai jamais vécue avant ça. Et tout est tombé dessus, je veux dire, en même temps. Littéralement, c'est entre juin et juillet. Juin, juillet, août, ces 3 mois-là, 2018, c'était, même quand j'y repense, ça ouais, exactement. C'était vraiment du jour au lendemain, j'ai 28 ans. Où je pensais que j'allais me marier. Je pense que vraiment on arrivait à l'étape où on allait se marier, on allait avoir des enfants, parce que j'avais quasiment tout qui était prêt. Mais en fait, du coup, tout part en cacahuète.
Et je n'ai plus de repères, en fait. Je n'ai plus de repères parce que la personne avec qui je pensais faire ma vie, c'est fini. L'appartement dans lequel je me sentais super bien, c'est fini. On était dans Paris en plus, dans un très bon quartier. On était à Montmartre, vraiment la vie. Je ne travaillais pas lourd. Tout était nickel, quoi. Ma salle de sport était pas loin. J'étais au CMG à l'époque. Et donc, du coup, tous les repères partent en cacahuète. Et j'étais totalement perdue. Je ne savais plus qui j'étais. Et je me rappelle, je commence à avancer un peu en roue libre. Donc, on reviendra sur ça après, mais ça a commencé là, mais je ne savais pas à l'époque que c'était ça. Je devais juste chaque jour me réveiller. C'est-à-dire que je ne savais plus où j'allais, je dormais presque plus, mais je devais juste me lever chaque jour. Je ne peux pas t'expliquer qu'est-ce qui m'a... Tu rentres dans une mécanique, en fait, où Voilà, tout ce couché, c'est très mécanisé. Tu te poses pas de questions si est-ce que ça te plaît ou non, mais tu es plus en mode survie, le temps de digérer tout ça. Exactement, et littéralement, parce que du coup, il fallait que je sois en survie. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je me réorganise, il fallait que je trouve un nouvel appart. Tu n'avais pas le temps de pouvoir... De réfléchir. De réfléchir. Et le fait aussi d'éloigner cette entre guillemets, cette situation d'introspection aussi, ça te pousse, entre guillemets, à ne pas se confronter aussi à tout ça, mais tu n'avais pas aussi l'opportunité de le faire. Non, j'avais pas le temps. J'avais même pas le temps de me poser sur mes émotions. Je pleurais, bien sûr. Je pleurais, je dormais pas, j'écrivais, mais je me réveillais. J'avais arrêté même le sport, hein, du coup, sur cette période de transition. J'allais presque plus à la salle. Juste pour te dire, allez, 5-6 jours, j'ai perdu 7 kilos. Ouais. Vraiment, j'ai encore les photos. J'avais plus de vie, quoi. J'étais littéralement, c'est le choc émotionnel. Et donc, du coup, suite à ça, je demande à mon boulot de faire une rupture conventionnelle parce que je n'y arrivais pas mentalement. Donc, ils acceptent en août. Et donc, ça me permet d'avoir le chômage. Et je pars, mes amis, du coup, essaient de me ramasser la petite cuillère. Il y en a une qui m'amène en vacances à Mykonos. Je rentre de là-bas. Un mois après, je me rappelle c'est pour te dire comment je suis arrivée au Sénégal, hein. Octobre, novembre, là, ça commence à venir parce que du coup, je devais trouver un nouvel appartement. J'ai une amie pareille qui avait un appart dans le 11e qui me dit « Ok, tu sais, un petit studio ». Je passe d'un appart qui est assez grand à un tout petit studio de 13 mètres carrés, c'était une chambre, hein. Elle me dit « Tu peux le prendre ». Et je le prends parce que je n'avais pas trop le choix. Et j'arrive dans cet appartement et là, ça commence. Les émotions commencent à arriver parce que du coup, le boulot accepte la rupture conventionnelle, donc j'étais au chômage. Je rentre dans un nouvel espace avec une nouvelle mentalité, avec cette femme-là qui est brisée, entre guillemets. Et là, la solitude et les émotions commencent à arriver et je rentre dans une période, la pire de ma vie, hein, où tous les jours, des idées noires, on n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie de manger, on n'a pas envie de vivre tout simplement. Mais en même temps, j'avais pas le choix parce que c'est les prérogatives de la vie d'adulte, j'ai les dettes à payer, je dois vivre, je suis l'aînée de ma maman, j'ai des frères et sœurs, j'ai une famille, j'ai des responsabilités. Des responsabilités, mais en même temps, moi, j'avais juste pas envie de vivre, quoi. Moi, je me disais, parce que en fait, quand on est rentré dans cette relation, j'étais hyper jeune. Donc, j'ai grandi dans cette relation. À travers cette relation. Donc, du coup, même Margot, je ne savais plus qui elle était. En fait, mon identité était à travers cette relation. Donc, du coup, me retrouver à cet âge-là, à me rechercher, je me dis, mais qui es-tu, en fait? Donc, je me regardais tous les matins et je ne savais pas qui j'étais. J'étais Margot. Tu t'es posé question de qu'est-ce qui t'anime vraiment, qu'est-ce que tu aimes ou pas, est-ce que tu aimais ces choses que tu faisais parce que tu les partageais avec la personne? Exactement. Ou est-ce que tu les aimais parce que tu les aimes vraiment, donc tu remets un peu tout en question? Et j'adore ta remarque parce que même le sport, littéralement même le sport, comment je suis revenue au sport, c'est parce que lui c'était un sportif de haut niveau. Et il m'a mis au sport. Je me rappelle la première année, il m'a dit, écoute, tu vas te mettre au sport. Quand on s'est rencontrés, moi, je faisais déjà du hand en club quand j'ai grandi. Donc, j'ai toujours aimé le sport. Mais dès que j'ai commencé mes études de droit, j'ai arrêté le sport. Donc, j'ai repris le sport quand on s'est rencontrés. Donc, ça veut dire que j'ai fait 10 ans de hand. On se rencontre. J'arrive en fac de droit, on se rencontre 2-3 ans après. Je reprends le sport parce qu'il m'a dit, non, le sport, c'est important. Lui, c'était toute sa vie, le sport. Donc, il me dit... Choisis n'importe quelle salle de sport, je te le paye si tu veux. Ouais. C'était vraiment ça. Je dis, OK, j'ai pris la plus chère et en pensant que ça allait démotiver. Après, il a dit, OK, cash, je paye. Il a payé l'année d'un coup et j'avais pas le choix.
J'ai dit, merde, je veux vraiment que j'y aille, tu vois. Ça engageait sur le fait de tenir les grandes. C'est littéralement ça. Et je me rappelle au début, j'arrivais au CMG, je savais même pas quel sport faire. Parce que je rentrais, je voyais des gens sauter, faire du body attack. Je dis, mais c'est quoi, c'est fou là? Je rentrais dans la salle. Ah, bah, c'est finalement pas mal le body attack. Du coup, je commence par le body attack, body combat. Je me rappelle, c'est vraiment des souvenirs qui remontent. Et parce qu'il m'a admis dedans. Et pareil, on allait courir tous les week-ends ensemble. Parce qu'il voulait aller courir, il préparait le marathon. Donc, je veux te dire que même le sport, quand je l'ai commencé, c'est parce qu'il m'a... J'aimais le sport avant, mais c'était l'adolescente qui grandissait dans un poste de sport. Mais le sport individuel, le dépassement de soi, toutes les valeurs qui vont avec, il l'a mis dedans dans ma vie. Et donc, quand on s'est séparés, la lecture, l'entrepreneuriat, en fait, tu sais, des fois, il y a des relations comme ça dans la vie qui te rappellent ton potentiel. En gros, quand je me suis mise avec lui, il m'a révélé le potentiel que j'avais dans le sport, l'entrepreneuriat. Il y avait beaucoup de valeurs qu'il a remis dans ma vie en me disant, OK, non, Margot, c'est toi, parce qu'il m'a donné confiance en moi. Et tu peux le faire, et en fait, tu es capable de le faire. Exactement. Et en fait, du coup, quand il est parti, je me suis dit, mais est-ce que j'ai fait le sport parce que lui, est-ce que je me suis mis dans l'entrepreneuriat parce que moi, je suis très entrepreneur, je suis très créative, parce qu'il m'a dit, tu peux le faire. Est-ce que je suis devenue healthy, vie saine, parce que lui, est-ce que j'aime lire, parce que j'aimais lire avant, mais toutes les lectures que je me faisais après sur le développement personnel, c'est à travers notre relation que ça s'est mis en place. J'ai dit, mais tout ça là, toutes ces bonnes choses que je suis aujourd'hui maintenant, mais parce que j'ai été à la reconquête de ma reconquête. Bien sûr. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est moi? Et donc, du coup, tu es là dans une zone de no man's land, quoi, de flou, où tu te dis, mince, j'ai pris le sport dans ma vie. Donc, entre-temps, du coup, j'ai évolué dans le sport en body attack jusqu'à ce que j'arrive au crossfit. Je me suis mis à la boxe, au crossfit, à la course à pied. C'était une machine de guerre. Fit, six-pack, je n'ai plus. Vraiment machine de guerre. Mais passé jusqu'avec cette personne. Donc, quand cette personne part, elle part avec mon identité. En tout cas, l'identité que j'ai construite 5 ans avec lui. Et donc, du coup, bah, t'es perdu, mais à un niveau, Ayman, je peux même pas te dire. Hein. Et donc, c'est là que c'est arrivé. Et donc, fin 2018, quand je commence vraiment à être dans une roue libre vraiment de mort, et moi, franchement, c'est là où je me suis rendu compte que j'ai un ange gardien. Moi, je dis toujours que j'ai un ange gardien et surtout que Dieu, il m'aime. Moi, il y a 2 phrases que je répète tout le temps. Dieu, il m'aime et j'ai un ange gardien. Pourquoi? Parce qu'un matin, je me rappelle, dans ce temps de perdition, tous les matins, je me levais quand même. Je me suis forcée à me lever. C'était vraiment, je mettais mon réveil. J'ai encore le truc sur mon Google Calendar, développement personnel de 6h30 à 8h. Je l'ai toujours gardé parce que c'est pour me rappeler cette période. Tous les matins, je me levais quand même à 6h, même quand je ne dormais pas parce que je faisais des nuits blanches. Je me levais quand même, je me douchais. Je reprends le sport, donc je vais au CrossFit. Je sors du CrossFit et j'allais, je me rappelle, dans un espace de coworking qui s'appelle le Nouma, vers Réaumur-Sébastopol. Et je m'asseyais là-bas. Je ne savais pas quoi faire. Juste, je faisais des recherches sur ordinateur. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je ne sais pas. Je ne cherchais pas de travail. Hein. Juste des idées d'entrepreneuriat. Quelque chose qui t'anime, tu vois. Voilà. Quelque chose qui donne envie de te battre et quelque chose qui donne envie de pouvoir avancer et occuper aussi ton esprit. J'ai mon esprit. Mais jusqu'à là encore, je ne savais pas que c'était la dépression. C'est après que ça va venir. C'est quand je suis arrivée au Sénégal que je me suis rendu compte que j'étais en dépression. Tout ça, tous les matins, je me levais, j'allais au Nouma et je me disais, tiens, j'aime les podcasts, je vais lancer un podcast. Je dis, OK, pourquoi pas. Après, je dis, tiens, j'aime l'entrepreneuriat, je lance un groupe meet-up où je faisais rencontrer les entrepreneurs. Je fais plein de trucs comme ça. Et un matin, comme ça, je me réveille, je me rappelle, ma paye venait de rentrer, ma paye, mon chômage. C'était au chômage. Et je me rends compte que j'avais plus aucun sou quasiment aussi, parce que du coup, quand on vivait ensemble, ils payaient beaucoup de choses. Donc, du coup, moi, j'étais étudiante. Donc, on rentrait dans la vie active. Et là, je commençais à être bien. Et je me retrouve avec presque plus de sous. Et donc, aussi de stress financier. Hein, bien sûr. Financier et tout. Et là, je me dis, mince, qu'est-ce que je vais faire? Je me rappellerai toujours de ce matin. C'était un mardi matin, octobre 2018. Je me rappellerai toujours. J'étais là, mais qu'est-ce que tu fais? Il y a un éclair, je dis, mais j'ai fait des études de relations internationales. Tous mes amis sont pas partout dans le monde. Et je savais que j'avais des amis qui étaient au Mali, en Guinée-Bissau, partout. Mais comme ça, je dis, et là, c'était le début d'Instagram, les débuts des influenceurs. Je commençais à suivre des influenceurs en Afrique qui voyageaient. Je me dis, mais des gens, ils vivent leur vie hein, en Afrique. Et je redécouvre l'Afrique. Parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'avant qu'on se rencontre, moi, j'ai fait des études de droit international public et de relations internationales, parce que je voulais revenir en Afrique et travailler ici. Pas forcément au Sénégal. Ouais, donc, quand on se rencontre, tu t'es dit, je reste à Paris parce que j'ai trouvé mon équilibre et tout ça. Surtout, comme je te dis, je me suis construit mon identité à travers lui. Et lui, comme il faisait du tennis de table,
la Chine, ils parlaient chinois, là, on parlait beaucoup d'Asie et de Chine et des États-Unis. Donc, c'est pour ça que j'avais trouvé le VIE aux États-Unis, à New York, parce que pour qu'on aille vivre à New York. Donc, l'Afrique, j'avais aussi effacé de ma tête. Oui, Est-ce que tu vois? Ouais, C'est pour ça que je dis que c'était dur, hein, parce que tu effaces toute ton identité, une partie de ton identité. Et c'était pas une contrainte, hein, j'étais hyper heureuse dans cette relation, mais parce que tu fais des choix pour deux, c'est tout. exactement. Et donc, du coup, l'Afrique revient dans ma tête comme ça. Parce qu'Instagram, waouh, il y a des gens, l'Afrique c'est ça, le Sénégal c'est ça, mais c'est trop beau. Et hasard, je sais pas si c'est mon ange qui m'a soufflé un truc. J'ai dit, j'ai un ami qui s'appelle Oscar, il habite en Guinée-Bissau. Ok, c'est mon pays d'origine, je suis bissau-guinéenne. Même mon passeport, il est guinéen. Et je suis là, oh, purée. Ok, j'écris à Oscar. Oscar, t'es à Bissau là? Oui, ok. J'ai assez pour payer un billet d'avion, je peux venir? Il me dit, ok. D'ailleurs, merci Oscar. Un autre, Ibrahim, j'écris, il est au Mali. Ibrahim, je suis venue au Mali, ok. Et là, je dis, ok, ce que je fais, c'est que je prends un billet, je vais au Sénégal. J'avais quitté le Sénégal en 2003 et je l'ai revenu qu'une seule fois en 2012. J'avais fait le tour du pays en sac à dos, j'avais détesté, vraiment, pour te dire. Alors que maintenant, c'est moi qui prends le Sénégal. Ouais. Donc, 2012 jusqu'en 2018. Donc, moi et le Sénégal, on n'a pas forcément de relation. Et je dis, ok, je vais prendre un billet. J'ai que 800 € dans mon compte. Je vais prendre un billet d'avion. Je vais partir au Sénégal. Et arrive au Sénégal, je sais que mon chômage il tombe. Je vais acheter des autres billets pour aller et au Mali et en Guinée. Aventurière, prise de risque, j'avais rien, nada. Donc, ça veut dire que j'arrive au Sénégal. Je me rappelle, mais vraiment, c'est... Ouais, mais après, aussi, quand tu te dis, j'ai plus rien à perdre, en fait, parce que j'ai déjà perdu les choses les plus importantes. Donc, je vais perdre quoi de plus? Donc, je n'ai qu'à y aller, tu vois. Et rien du tout. Je peux avoir que de bonnes surprises. Exactement. Donc, je prends ces billets, je débarque au Sénégal, hasard. Et donc, c'est là que tu dis que Dieu, quand tu sais, des fois, il ne ferme pas toutes les portes, tu vois. Je suis dans cette période extrêmement dure. J'arrive à Dakar, je me rappelle, et j'avais pris un petit Airbnb là, en ville. Je ne connaissais même pas le Dakar, tu vois. J'étais en ville. C'était une boîte de nuit, pour te dire. En haut, je dormais la nuit, j'ai entendu boum, 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 boum. Parce qu'il n'y avait pas d'argent, donc je prends le premier truc le moins cher, c'était quoi, 15 000 la nuit. Pour te dire, hein. Et j'arrive, et Ayman, le premier jour que je débarque, je poste sur Instagram, j'avais même pas de followers, j'avais 500 followers, même pas, 300, 400. Et en fait, dans les gens qui me suivent, une amie à moi avec qui j'allais au sport tous les jours, comme quoi la vie, hein, au CMG, c'était une amie, Fatima, elle était ici par hasard. On ne s'était pas appelé, on ne s'était pas dit qu'on venait au Sénégal ensemble, rien. Elle était ici. Elle me dit, Margot, t'es à Dakar? Oui, je suis là pour une semaine. Ok, viens, je vais te présenter à mes amis. Je ne connaissais personne. Littéralement, j'ai quitté ici, j'étais petite, donc je ne connaissais personne. Donc c'est Fatima qui m'accueille le premier soir, je me rappelle. Elle vient me chercher avec sa petite sœur. Elle m'amène chez une copine à elle. Et là, je rentre dans cet appartement. Je vois la vie, quoi. Je me dis, waouh, les gens au Sénégal, ils ont des appartements comme ça, ils vivent sur la mer. Voilà, franchement, il faut pas se moquer. Quand tu viens de Paris, bien sûr. Ouais, il faut pas se moquer. C'était vraiment cette fille-là que j'étais. J'étais là, mais waouh, en plus, elle était mariée avec sa fille. Genre, le vie de rêve, quoi. J'étais là, waouh, waouh. Ayman, c'était ça. Et en fait, elle me fait découvrir une jeunesse, des gens qui ont mon âge, qui ont un boulot au Sénégal, qui ont une vie de ouf. Je me rappelle le dernier dîner où elle avait tous ses potes, les Jean-Yves, les Paul, tous les gens du coup maintenant qui sont devenus mes amis à Dakar. Et on était au Palms. Et je découvre le Palms, les trucs. Waouh. Bref, je dis ok. Première étape. Je sors de là, je vais au Ça te donne déjà une idée beaucoup plus positive déjà là, du Sénégal à ce moment-là. Et aussi, surtout, j'arrête de pleurer. C'est là que je me suis rendu compte. C'est là que je commence à découvrir les notions. Parce que toute la période où j'étais à Dakar, je ne pleurais plus. Je revivais. Alors que quand j'étais en France, j'étais morte. Mais ça, je ne savais pas que j'étais morte. C'est maintenant que je connais toutes ces notions-là. Parce que je vois une psy, je fais de la thérapie. Donc, c'est là que j'ai compris tout ça. Et je vais au Mali. Incroyable. Je rencontre une jeunesse, des entrepreneurs. Mon ami me fait découvrir Bamako. Je suis éplouffée. Je sors du Mali. Dernier voyage, dernière étape, la Guinée-Bissau. Et là, je découvre mes racines. Parce que moi, je suis bissau-guinéenne 100%. Et j'arrive à Bissau et je pleure tous les jours parce que, pas de tristesse, mais de joie. Je vois des gens qui me ressemblent. Tu vois, ma couleur, chaque couleur de peau est bon. Ma couleur, mon physique, tout ce, tu vois, le côté musclé, tout ce que je suis, je le vois tous les jours. Je me dis, waouh, mais en fait, comme je te disais, j'avais perdu mon identité. Je ne savais plus qui j'étais après la relation. Tu retrouves une appartenance aussi. Je me dis, mais en fait, Margot, c'est toi, Margot. Genre, tu es Margot. Et je me rappelle, du coup, on va aux îles Bijago. Oscar, il parlait créole, donc il me fait découvrir. Tu vois, une semaine, je te jure, je quitte le Bissau, j'ai encore la photo, je prends l'avion, je pleure, comme si on m'avait arraché. Parce que je savais que quand je rentrais à Bissau, je rentrais en France après. On avait dit, on m'avait arraché le cœur. Donc, j'arrive en France, je dis, je quitte la France, je dois vivre.
Et c'est là que je me dis, non, je ne peux pas mourir, je dois vivre, il y a des choses à faire. Ils sont en Afrique, je ne sais pas où, comment. Je dis, OK, je me donne 6 mois. Si dans 6 mois, les envies de rentrer sont encore là, je vais rentrer. Et c'est là que je retourne en novembre en France. Je lance mon podcast à l'époque. Je m'inscris au marathon de Paris. Je dis, je vais faire un marathon. Si je réussis le marathon, je quitte la France. Je m'inscris au marathon. Avril, je fais le marathon. Je fais mes 4 heures de course. Les 5 derniers kilomètres, j'ai souffert, je pleurais. Mais c'était des larmes de délivrance. 14 avril, je cours le marathon. Je le réussis. Une semaine après, comme je te dis, Dieu est même. Jean-Yves, que j'avais croisé pour la première fois de ma vie au Sénégal, une fois, il était en France, on se suivait sur Instagram. Je dis, Jean-Yves, t'es là? Il me dit, oui. Je dis, écoute, je vais rentrer au Sénégal. Tu peux m'aider? Il me dit, OK. Je donne mon CV, il donne à une fille. Cette fille le donne à la boîte. Ça, c'est une question de 3 semaines, 1 mois. Entre le jour où j'ai vu Jean-Yves, j'étais au Sénégal. Donc, j'arrive ici et là, les vraies choses commencent. Parce que du coup, entre-temps, j'ai fait le marathon. J'arrive à Dakar. Et là, je devais aller en quête de mon identité. Je devais me retrouver. Et c'est là que la dépression est vraiment arrivée. Parce qu'en fait, toute la période que je te raconte, donc de août 2018 jusqu'en juin, parce que j'arrive au Sénégal le 6 juin 2019, j'étais en pilotage libre. Je ne sais pas comment on appelle ça. En haut libre. En haut libre, c'est-à-dire que tous les matins, j'étais en exécution. J'étais une machine. Je me réveillais, je lisais, j'écrivais. Tous les jours, j'ai encore les jours sur ma note. Un jour, j'aimerais en faire un livre, même pour te dire. Tous les jours, j'écrivais jour 1, jour 2 en anglais, day 3, jusqu'à day 348. C'est le jour où j'ai débarqué au Sénégal. J'ai arrêté d'écrire. Et tous les jours, j'écrivais. Et Ayman, les écrits, c'est après que je me suis rendu compte que j'étais en dépression. C'était des écrits sur la mort, sur la vie. La mort, la vie, la quête de soi, les questions que je me posais. Et en fait, la dépression, quand ça arrive, en fait, ça vient, moi en tout cas, c'est venu ouvrir des blessures de l'enfance et que j'ai jamais pris le temps de guérir. Donc, son départ m'a forcé à faire face à tous les traumas que j'ai eus en grandissant. La peur de l'abandon et plein d'autres choses que j'avais pu canaliser. En fait, je me suis rendu compte que le handball, le sport que je faisais au tout début, m'a permis de canaliser des émotions à l'époque que je ne savais même pas. Et en fait, je me suis rendu compte que le sport a toujours été un vecteur dans ma vie de canalisation parce que même que du coup, je suis remontée à des sources encore plus loin. C'est que même quand j'étais petite, j'ai toujours été très compétitrice et j'ai toujours été quelqu'un qui sortait toujours beaucoup dehors et qui faisait beaucoup de compétitions de sport. Et tu sais, là, tous les trucs des enfants des rues à Dakar, là, tout j'ai fait parce qu'en fait, ça me permettait de canaliser les souffrances que j'avais et que auxquelles je n'avais même pas le droit ou le temps de faire face. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas grandi avec mes parents. Et donc, tu ne connais pas ce que ça veut dire d'avoir de la sécurité. Je n'avais pas la sécurité. Je ne pouvais pas me confier à ma mère ou à mon père si ça n'allait pas parce qu'ils n'étaient pas là. Je n'avais pas aussi quelqu'un qui te guide. L'enfance, l'adolescence, l'adulte. En fait, cette relation, la personne avec qui tu étais, il n'était pas uniquement, on va dire, ton petit ami. Il était aussi pour toi ton meilleur ami, il était aussi pour toi ton parent, il était de ta famille. Et sa famille à lui que tu as apprécié, tu t'es accroché à elle comme c'était la tienne de famille. Et en fait, comme tu disais, parfois aussi, tu as certaines relations comme celle-ci qui, sur le coup, peuvent être quelque chose de très traumatisant quand tu en sors, mais qui te permet du coup de t'élever et de retrouver, comme tu dis. Et au final, tu dis, Dieu merci que je sois aussi passé par tout ça parce que je me rends compte aussi des difficultés dans lesquelles j'ai pu être et que ça n'est pas forcément la solution aussi parce que je cache beaucoup de choses à travers ça. C'est ça. Donc oui, je pense que c'est aussi un élément déclencheur. Et après, tu te dis aussi que d'un autre côté, est-ce que vraiment tu étais prête aussi à être en relation? Parce que tu sais, quand tu n'es pas en paix avec toi-même et que tu ne sais pas forcément qui tu es et que tu ne règles pas des problèmes profonds que tu peux avoir, pour moi, je me dis que comment tu peux apporter quelque chose de très positif aux autres si déjà pour toi-même, tu as du mal déjà à apporter des choses positives à toi-même, tu vois. Totalement d'accord. Et pour te dire, aujourd'hui, avec le recul, je rends grâce à Dieu. Genre, et si c'était à refaire, je le referais. Mais je suis pas rentrée dans une période où 3-4 ans, c'est des vagues. Mais c'est des vagues parce qu'à chaque fois, je me prenais des gifles parce qu'il y a des choses qui remontent pures et je pouvais passer une semaine dans le noir à pleurer tous les jours, à vouloir juste mourir.
Et après, vraiment comme une bipolaire. Après, je revenais, tout va bien. Et surtout, il y avait aussi le truc, c'est que j'avais lancé la page de Dakar Dream. J'arrivais au Sénégal, je redécouvrais ce pays, je me reconnectais à mes racines et à qui j'étais. Mais en fait, dehors, tout allait bien. Les gens me voyaient, je souriais tout le temps, je rigolais, je partageais. Mais en backstage, là. Mais en backstage, personne ne savait que quasiment la story que je venais de faire, 1 heure avant, Ouais, tu n'étais pas bien du tout. j'étais en train de pleurer tout mon corps. Et surtout, 1 heure avant, je venais d'écrire sur le fait que, bon, à quoi sert la vie, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fous ici. Tu vois, et je ne pouvais pas en parler et je ne pouvais pas le dire parce que c'est pas l'image que je montrais, c'était tout allait bien au Sénégal, Margot a pris le risque d'aller vivre au Sénégal, en plus elle a un bon travail. J'avais un très bon travail, je travaillais dans une grosse boîte ici. Waouh, tout est parfait pour elle, la vie elle est belle. En plus j'arrivais et j'ai fait l'erreur je l'adore, hein, c'est un ami maintenant, pardon, mais je me mets direct en relation avec quelqu'un pendant 1 an. Et en fait, pendant l'année où j'étais avec cette personne, j'étais juste en souffrance. Et du coup, j'ai pas pu apprécier à sa juste valeur parce que j'étais pas guérie. Et surtout, du coup, tu avais aussi l'ex qui revenait tout le temps, qui était aussi en couple, hein, qui vivait à Singapour, qui avait déménagé là-bas, qui était en couple, mais lui aussi, parce que je pense que c'était aussi un choc pour lui, parce qu'il a aussi grandi avec moi. Et donc, on n'arrivait pas à se laisser partir. Et en même temps, on ne se remettait pas ensemble parce qu'il était à Singapour, j'étais au Sénégal. Et donc, je devais naviguer avec toutes ces émotions, sans compter les dettes. Alors là, je ne te parle même pas, parce que du coup, j'ai pris des risques, plein de choses comme ça. Et tous les jours, je me réveillais avec stress financier, stress émotionnel, changement de vie, loin de moi, de mes parents, de ma famille, que du coup, j'avais retrouvé parce que je suis repartie vivre en France. Et du coup, j'ai retrouvé ma famille que je n'avais pas quand j'étais petite ici. Et donc, j'étais là, la femme adulte de 29 ans, 30 ans, 31, 32, les années passées, et je disais, purée, mais comment je vais m'en sortir? Mais en fait, Ayman, la seule chose qui m'a sauvée, il y a 2 choses, 3. La première, c'est la foi, parce que du coup, je me suis reconnectée à ma foi, à Dieu. C'était le fil conducteur. Et tous les jours, parce que quand j'écrivais, je lui parlais. Mes écrits, c'était une conversation avec moi et Dieu. Et je me parlais à moi et j'étais très dure avec moi-même. C'était beaucoup d'écrits, c'était vraiment violent. Et en même temps, je demandais à Dieu, je me rappelle à chaque fin d'écrit, je disais, Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Dieu, s'il te plaît, Dieu, s'il te plaît. Et après, je me levais, j'allais au sport. Je me dépensais. Et après, j'écrivais. Je priais, je faisais le sport et j'écrivais. Et en fait, il y a eu une période même, j'ai arrêté pendant 1 an parce que j'étais tellement déséquilibrée émotionnellement, mentalement, que même le sport, je l'ai rejeté. Et c'était pire. Parce que du coup, quand j'ai rejeté le sport, c'était pire. C'était des vagues. C'était comme ça. 2 semaines, ça va pas. 1 semaine, ça va. 2 semaines, ça va pas. 1 semaine, ça va. Et ça a duré 3-4 ans comme ça. Après, j'allais voir un psy. Après, j'ai arrêté. À partir de quand tu avais décidé de consulter? Quand j'avais l'argent. Okay. Je pouvais même pas, en fait, au début, financièrement, je pouvais même pas me permettre de me faire aider parce que j'avais pas les moyens. Et est-ce que tu as pu te faire aider différemment par je veux dire, là tu parles par exemple du sport et on y reviendra peut-être aussi un petit peu, mais tu avais des amis quand même qui étaient présents. Oui. Est-ce que la personne avec qui tu étais en relation, il était aussi bienveillant envers toi, il essaie Je ne pouvais pas lui en parler parce que lui, il ne savait pas si c'était un garçon très heureux, très bubbly, comme on dit, là, vraiment toujours de bonne humeur. Non. Parce que si je lui en parlais, ça veut dire que je lui disais c'était quoi la cause. Et la cause, c'était la séparation et j'étais censée être avec lui. Est-ce que tu comprends? J'avais des amis. Moi, mes amis, ça a toujours été aussi un truc très, très fort dans ma vie. J'avais toujours 2-3 amis que je pouvais appeler n'importe quelle heure pour pleurer. Genre, quand je te dis que des fois, c'était des appels à 3 heures du matin pour pleurer, ça, j'ai fait pendant 1 heure ou 2 heures, ils étaient là. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Donc, c'était plutôt mes amis. Mes amis, parce que pareil, tu vois, dans cette période-là, sans rentrer dans les détails, j'étais pas forcément... Il y avait aussi des problèmes familiaux, donc je ne peux pas forcément appeler ma mère, mon père. Et puis moi, j'avais pas cette proximité à l'époque. Tu n'étais pas à l'aise, mais pour le faire. Pour les appeler pour pleurer, parce que surtout moi, je suis l'aînée de ma maman. Et puis même, il faut que tu montres une image d'une personne qui les soutient et pas une personne qui les... Exactement. C'était moi qui devais prendre soin et pas l'inverse. Et donc, je ne pouvais pas les appeler. Mes sœurs ne savaient pas ce que je vivais, mes frères et sœurs, et j'en ai pas, hein, mais personne ne savait ce que je vivais. Et sauf mon petit frère qui savait, mais je peux pas l'appeler pour pleurer, il est marié avec des enfants, je pouvais pas l'appeler. Et donc c'était plus des amis qui étaient là, qui tous les jours,
tous les jours. Je pouvais les appeler parler 2-3 heures, mais j'avais pas la notion de psy qui pouvait me dire attention Margot, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. Donc moi je m'accrochais au seul truc que je pouvais faire qui était gratuit ou pas cher, c'était le sport. Et le psy, j'avais pas le budget. Et j'ai pu aller voir vraiment de manière régulière une psy. J'ai fait genre, je me rappelle, j'avais fait un partenariat Instagram, j'avais gagné 250 000, un truc comme ça. Et la séance était à 25 000, je suis partie, j'ai payé 10 séances d'un coup. Et ça, c'était quoi? 2 ans après que je suis arrivée au Sénégal. Donc, ça faisait déjà 3 ans que j'étais dans la dépression. Et on fait les 10 séances, mais je vois pas trop l'apport. Et puis, j'avais plus d'argent. Donc, j'arrête. Et je l'ai repris l'année dernière, donc 4 ans après, 4 ans et demi après. Je fais pareil, 9 séances. J'arrête. Cette fois-ci, pas pour des raisons financières, mais juste parce que je me suis dit, ça va mieux. Mais en fait, non. Et là, j'ai repris il y a 3 mois, où j'y vais toutes les semaines. Et là, voilà, là, tout le temps. Là, j'étais encore là-bas hier. Ouais. C'est pas évident aussi de trouver un thérapeute qui nous convient. Je dis pas, un psychologue reste quand même un professionnel, mais trouver une personne avec qui on est à l'aise, parce que parfois, un même message dit par une personne différente et dit un petit peu différemment, on est plus enclin des fois aussi à l'accepter ou non. Donc, trouver le bon équilibre du bon professionnel. Bah là, tu vois, je pense que j'ai trouvé la bonne personne. Parce que à chaque fois, j'ai arrêté. Bon, la première fois, c'était pour des raisons financières. La deuxième fois, c'est parce que j'arrive pas à m'ouvrir et à toucher le fond des problèmes. Et savoir par où commencer aussi. Exactement. Parfois. Et là, on est dans un bon travail, on travaille ensemble. Et on y travaille dans une période aussi, il faut être prêt. Ça fait 6 ans que cette relation est finie. J'ai fait 4 années hyper difficiles où je peux te dire vraiment... En fait, c'est à travers mes écrits, quand je lis mes écrits, que je me rends compte où j'étais. Et après ces 4 années, 1 an de transition, et là, j'ai atteint l'équilibre où déjà j'ai guéri, en tout cas de la relation. Ça m'a pris 4 ans à vraiment oublier cette personne, hein, pour te dire. Donc, les 4 premières années où j'étais au Sénégal, je pouvais faire ce que je voulais, mais j'avais encore espoir qu'il vienne me récupérer. Oui. Voilà, pour te dire. Et maintenant que j'ai fini cette relation, j'ai aussi pris le temps d'aller découvrir qui était Margot. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais forte toute seule. Que si je suis là aujourd'hui dans ma vie, c'est grâce à moi et pas forcément que grâce à lui, que j'ai toujours été intelligente, que j'ai toujours aimé lire, que j'ai toujours été sportive, que j'ai toujours été créative. En fait, tout ce que je suis aujourd'hui, je l'ai toujours été. Que c'est un coup de pouce, mais c'était pas toi. Enfin, c'était pas lui, en fait, que tu es comme ça, voilà. Mais il fallait que j'aille le redécouvrir toute seule. Et comment? C'est déjà le marathon. Quand je me suis rappelé que j'ai couru le marathon seule, je me suis dit, Margot, t'es quand même capable de faire tout ça. Quand je me réveillais, que j'allais au sport, quand je me réveillais, que je lâchais rien. En fait, toutes les choses que j'ai survécues toute seule, je me suis dit, mais en fait, tu es forte parce que tu es Margot, pas parce que tu es avec cette personne-là. Et c'est au bout de 4 ans et demi, 5 ans que j'ai réalisé ça, j'ai dit, waouh. Et en fait, c'était une révélation. Et donc, c'est à travers ça que je me suis dit, OK, Dieu merci que ce soit arrivé, parce que sinon, j'aurais pas su qui j'étais, parce qu'aujourd'hui, la Margot que je suis, je sais que quand je vais être avec une personne, ce sera Margot plus, pas Margot qui blende, qui se fond dans le truc. Non, elles se font. Et qui comble des trous et qui il n'y a plus de trous. Parce que ces trous, je les comble à travers un équilibre de vie qui est tourné autour de 4 piliers. Le premier, c'est la foi. Le deuxième, c'est l'hygiène de vie, le sport et l'alimentation, qui sont pour moi, je rigole même pas avec ça. Et l'autre, c'est l'entourage, les amis, la famille. C'est vraiment, c'est des piliers qui sont essentiels, mais que je sélectionne et qui sont pas très nombreux. Voilà. C'est toujours pareil, tu vois, il y a des connaissances et il y a des amis, il y a une qualité de relation. Voilà. En fonction des personnes, tu sais comment tu te positionnes. Et puis, bizarrement, tu vois, cette dépression et cette fin de relation m'a permis aussi de comprendre l'intérêt de l'amitié et d'avoir vraiment des amis, des vrais amis. Tu vois, vraiment des gens qui deviennent tes sœurs et tes frères, parce que du coup, ça m'a permis de développer des amitiés, mais je peux même pas te dire, aujourd'hui, j'ai des amis. Qui sont des liens familiaux. Ouais, c'est des liens familiaux, et c'est parce qu'ils ont été là et qu'ils m'ont ramassé par terre. Quand je te dis m'ont ramassé par terre, c'est qu'ils m'ont ramassé avec 10-15 kilos de moins, avec des yeux
il y avait plus de vie dedans, dans mes yeux. Et surtout, ils ont jamais été dans le jugement. Parce que souvent, quand on est parfois dans des cas comme ça de dépression, sans le vouloir, on peut avoir des comportements qui ne sont pas forcément adaptés avec les autres. Oui, bien sûr. Mais des vrais amis comprennent que c'est pas ta personne qui est comme ça, mais c'est juste le reflet d'un trop d'émotions, donc on n'arrive plus forcément à se gérer, on a des comportements qui sont pas forcément adéquats et qui sont pas dans le jugement, au contraire, qui sont encore là dans l'écoute, dans la compréhension, dans le partage et dans l'aide surtout. Je suis totalement d'accord avec toi. Et tu vois, je pense que parfois on est aussi lié à la dépression, on est vraiment dans le déni, tu vois. On se dit toujours, bon, bah, c'est une mauvaise passe, ça va passer. Et en fait, on continue en fait à sombrer, on continue en fait à s'enfoncer. Et alors, en fait, il faut vraiment prendre parfois un peu de recul, s'arrêter un petit peu et commencer du coup à écouter un petit peu aussi sa petite voix aussi intérieure et se demander, voilà, ben, est-ce qu'on pense vraiment à soi? Est-ce qu'on s'écoute vraiment? Et qu'est-ce qu'on veut, tu vois? Et moi, je pense qu'il y a quand même quelques questions qu'il faut quand même se poser pour voir si on est dans ce cas de figure. Alors, c'est pas les seuls, mais se demander vraiment si je me sens vraiment vide à l'intérieur de moi, triste aussi pour des raisons qui sont pas forcément apparentes. Enfin, on peut très bien passer pendant une très bonne journée, mais se sentir vraiment vide, des fois dépourvu aussi de but, tu vois, et d'avoir envie de rien, pas forcément avoir envie de se lever le matin, pas avoir forcément d'énergie, et la perte vraiment de goût, et même la perte de goût de ce qu'on aime vraiment des fois. Donc se dire... Moi, j'écoutais plus de la musique. Oui, voilà, tu vois, même comme tu pouvais... Et encore, je trouve quand même que tu as été vachement combative, même dans les périodes très sombres, parce que tu as voulu continuer à poursuivre dans l'activité physique, et pourtant, tu pourrais très bien te dire, ok, c'est ce qui me rappelle lui, parce que c'est lui qui m'a mis dedans, donc je fais un truc qui me fait du bien, mais à côté de ça, ça me fait aussi du mal, parce qu'à côté de ça, ça me fait penser à lui, donc est-ce que je le fais ou non? Voilà, mais malgré ça, tu continues à te dire, ok, ça peut être que quelque chose de positif pour moi, et ça me permet aussi de pouvoir évacuer, tu vois. Est-ce que j'ai des troubles du sommeil? Est-ce que j'ai des troubles de l'appétit? Parce que beaucoup, et on arrive dans deux cas de figure, tu peux très bien, par exemple, te dire, ok, ben, j'ai perdu beaucoup de poids d'un coup, mais aussi reprendre beaucoup de poids d'un coup. Et la prise de poids, et ça, il faut savoir aussi être bienveillant, parce que des personnes à l'extérieur se disent, oui, mais en fait, elle prend du poids parce qu'elle mange. Non, elle prend pas du poids parce qu'elle mange. Elle mange pratiquement rien du tout, mais c'est juste que ces réactions chimiques qui se passent dans l'organisme et les hormones qui sont sécrétées font qu'elle va prendre beaucoup de poids, mais même sans rien manger et sans manger grand-chose, parce qu'il y a tellement d'anxiété, tellement de facteurs qui sont là, donc le corps, en fait, il se met à stocker pour rien. Se poser la question aussi de: est-ce que je passe mon temps aussi à me dévaloriser? Parce que si on se dévalorise beaucoup dans les autres dépressions, où on manque beaucoup de confiance en soi, ou là, par exemple, tu parles d'une dépression qui était suite à une rupture, tu vois, émotionnelle, et de se dire, voilà, comme tu dis, après, toi, tu as pris vraiment le temps aussi de faire une quête, une réelle introspection, où tu fais une quête d'identité, de te dire, ok, qui je suis, qu'est-ce que je veux, Où est-ce que je veux aller? est-ce que j'ai fait toutes ces choses-là parce que c'est grâce à lui, ou est-ce que c'est vraiment la personne que je suis, tu vois? Et vraiment après commencer à se revaloriser, reprendre confiance en soi. Et aussi un point aussi qui est important, c'est que on s'éloigne aussi beaucoup des gens, même des gens qu'on aime, les personnes qui sont en dépression, même des gens qu'ils aiment beaucoup, ils ont pas envie, ils ont envie de rester seuls. Moi, je Alors, m'enfermais beaucoup dans l'appartement. soit rester seul, en fait, on est tout le temps dans les extrêmes. Soit on reste seul, soit on veut vraiment être avec beaucoup de monde pour éviter l'introspection, pour éviter le questionnement interne, tu vois, ou alors qu'on est fatigué du questionnement interne, donc en fait on sort, on va se dire, ok, je vais sortir, et en fait on veut du bruit, on veut du mouvement pour éviter de se retrouver triste avec ces questions qu'on se pose en permanence, et des fois on a besoin de couper un peu ces questions et de voir aussi des gens positifs, même si ça va durer qu'un seul instant, mais tu t'accroches à ça, ça donne une petite bouffée d'oxygène, et après, des fois, on repart dans nos travers tant qu'on n'a pas trouvé les bonnes solutions, ou alors, du coup, les bonnes personnes pour nous aider, tu vois. Et aussi, une question qui revient souvent, des fois, c'est de se dire, ok, je fais ça, mais en fait, à quoi bon? Bon, bah, c'est pas la peine. Ok, à quoi bon je vais faire ça? C'est pas la peine. Et puis voilà, je pense que les personnes, en tout cas, qui se reconnaissent dans ces questions, c'est pas une faiblesse, quoi, en fait. Ça arrive
à tout le monde, mais ça peut être des signes. Je dis pas que c'est forcément le cas, mais ça peut être des Ça signes. peut être des signes et qu'il faut vraiment pas faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide, tu vois. Et ça arrive à tout le monde, même les personnes les plus fortes, que ce soit les femmes et les hommes. Et des fois, les hommes, ils ont du mal à en parler, ils ont du mal à le dire. Et on peut arriver dans des situations qui sont dramatiques, à aller au suicide ou ce genre de choses, juste parce que les personnes n'ont pas voulu parler, tu vois, alors qu'il faut pas hésiter, il faut pas hésiter. Et tu sais, pour rebondir un peu dans ce que tu dis, déjà, toutes les signes que tu as dit, je me suis reconnue dessus. Mais moi, la chance que j'ai eue, c'est que je voulais pas créer du bruit autour. Au contraire, je voulais créer le vide pour comprendre. Et donc, moi, c'était important pour moi d'être seule, de me poser avec moi-même. C'est comme si... Moi, je suis un peu... Des fois, je me demande si je suis pas un peu comme ça dans ma justice. Non, littéralement. Parce Non, mais en fait, c'est juste que tu veux t'en sortir, tu vois. oui, moi, je suis vraiment... J'aime affronter qui je suis. Mes amis te le diront, je suis la personne la plus dure avec moi-même. Je vais me regarder tous les jours dans la glace, Ayman, et je vais dire, OK, je vais voir tous les défauts. Et je vais les dire à voix haute. Et d'ailleurs, je le fais même trop. Je devrais peut-être faire un peu plus le contraire. Je m'assois face de moi-même, je dis, OK, you fucked them. Vraiment, je suis comme ça. Je dis, OK, t'as merdé. Là, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu n'aurais pas dû redire ça. Toujours, je suis toujours, ma cousine, elle me dit toujours, Margot, ton cerveau, il n'arrête pas. Je suis toujours, parce que je suis toujours dans la quête de, OK, comment je peux devenir meilleure? Comment je peux devenir meilleure parce que j'ai trop de rêves. Moi, je suis quelqu'un d'hyper ambitieuse. Les rêves que j'ai, ils sont... Des fois, quand je les regarde, je me dis non, Margot, c'est trop. Vous ne vous rendez pas compte des rêves, la grandeur de mes rêves. Dans tous les domaines, hein, argent, amour, professionnel, entrepreneuriat, j'ai des rêves immenses. Et donc, comme j'ai des rêves immenses, je me dis, il faut que je sois immense pour les affronter. Et donc, pour être immense, il faut travailler sur ses limites et ses défauts. Et donc, quand j'étais en dépression, je disais à la vie, en gros, à la mort, tu gagneras pas. C'était vraiment ça, tu gagneras pas. Je vais vivre parce que Dieu, s'il m'a fait me lever chaque jour, c'est qu'il a des grandes choses pour moi. Et moi, j'ai toujours cru au fait que Dieu, il a des grandes choses pour moi. Parce que vu d'où je viens, vu mon parcours depuis que je suis petite et jusqu'à aujourd'hui, s'il n'avait pas une mission pour moi, là, il ne m'aurait pas mis là où je suis. Donc, je dis, il a une mission pour moi. C'est for sure. Il y a quelque chose derrière. Donc, c'est quelque chose, il faut que j'aille le trouver. Et donc, quand je suis tombée dans la dépression, je me suis accrochée beaucoup à ça, au truc de... Je disais toujours cette phrase que mes amis connaissent tous par cœur, je serai la Oprah de l'Afrique. Et donc, comme je me répétais cette phrase-là tous les jours, je me comparais à Oprah tous les jours, je ne le suis pas encore, mais je vais y devenir un jour, Inch'Allah. Je me disais, Oprah, qu'est-ce qu'il ferait à ta place? Qu'est-ce qu'elle ferait? Et du coup, j'écoute beaucoup de podcasts. Moi, je lis et j'écoute beaucoup de trucs sur le développement personnel parce que c'était gratuit. Quand je te disais, je m'accrochais aux choses gratuites, c'était les podcasts, les lectures, tout ce qui pouvait être gratuit, tout le savoir gratuit sur la dépression, je l'ai lu parce que je voulais m'en sortir. Et j'allais à la quête. Et c'est ça aussi, Dieu m'a donné cette intelligence-là d'aller trouver des solutions. Moi, je suis quelqu'un à mon problem solver. Moi, j'aime trouver des solutions. Donc, quand ça m'arrive à moi, tu peux être sûr que je vais toquer à toutes les portes, je vais défoncer tout ce qu'il faut défoncer pour trouver des solutions pour moi-même. Et c'était limite de l'autodiagnostic. Au début, c'était de l'auto. Jusqu'au jour où j'ai pu aller voir un professionnel qui a diagnostiqué quand même que j'étais en dépression. Et donc, après, ça a été diagnostiqué. Mais avant, c'était moi-même qui me dit, OK, Margot, t'es dans le noir, là. T'es en dépression. Mais je voulais aller voir la lumière. Mais tu sais, on te dit que la première étape pour la résolution d'un problème, c'est déjà de reconnaître qu'il y en a un, tu vois. Ouais, moi. Et de reconnaître qu'il y a un souci. Et à partir de là, du coup, on peut cheminer tant bien que mal avec les outils qu'on a, avec les moyens aussi qu'on a, tu vois. Moi, je dis toujours aux gens, faut pas avoir peur d'être soi et d'affronter qui on est, parce qu'il y a que comme ça qu'on va être grand, parce que on s'agrandit parce qu'en fait on part du bas. Quand tu pars du bas, quand tu lèves la tête et que tu regardes ce qui t'attend et que tu vas vers le chercher, tu t'agrandis parce que tu es obligé de prendre de la hauteur pour aller le chercher. Et aujourd'hui, tu sais, c'est trop bizarre. C'est pour ça aussi que tu vois, quand tu me vois à la salle de sport en train de danser, de faire vraiment l'enfant, c'est que j'ai pris du temps à accepter que j'étais comme ça. J'ai pris du temps à accepter que, en fait, je suis un grand enfant et j'accepte et j'assume parce que c'est soit j'accepte et je vis pleinement qui je suis, soit je meurs. Et donc, je refuse de mourir de goût et même ma relation avec la musique aussi. Je me rappelle quand c'est arrivé, cette période-là, je ne pouvais même pas écouter de la musique. Parce qu'écouter de la musique me brisait le cœur, alors que j'aime la musique. Voilà. Et maintenant, la musique, c'est toute ma vie. Je danse, je saute, j'aime danser, j'aime écouter de la musique, parce que ça me rappelle que je suis vivante. Ouais.
Et c'est ça. Et donc, Comme l'activité physique aussi, tu vois, par rapport au CrossFit. Le fait de tout le temps se dire je vais dépasser mes limites, par exemple, dans l'activité qu'on pratique, c'est une façon de se dire que cette combativité que j'ai, c'est une combativité aussi que j'ai au fond de moi et que je peux retransmettre dans ma vie quotidienne. totalement. J'ai un entraînement à faire, il faut qu'il soit fait correctement. Dans tous les cas, j'ai pas le choix, il faut le faire. Je suis en souffrance, mais il faut y arriver et j'y arrive. Et quand tu répètes un schéma comme celui-ci régulièrement, par le biais de l'activité physique, c'est aussi un comportement que tu adoptes du coup après par la suite dans ta vie aussi quotidienne. Donc, Et c'est des valeurs aussi, ça part avec des valeurs de partage, des valeurs de... Moi je dis toujours, c'est une famille pour moi, même depuis la France. Hein, la première famille, c'était quand on était à mon club de CrossFit à Paris. C'était les premiers, plus ou moins, à m'avoir ramassé, parce que c'est là où j'étais au CrossFit à Paris quand j'étais en dépression. Donc, ils me voyaient arriver le matin, je les voyais, ils savaient que j'étais pas là, mais ils me le faisaient pas ressentir. Ils savaient que j'étais en souffrance, ils voyaient mes yeux Oui, tout bien rouges. Soit j'avais pas dormi, soit c'est parce que j'avais pleuré. Mais il n'y en avait pas une seule personne qui me faisait une remarque négative. Au contraire, parce qu'ils savaient... Au contraire, ils me boostaient. Ah, Margot, mais t'as mis 50, il faut mettre 55 ans. On dirait qu'ils voulaient ignorer, mais en fait, ils ignoraient pas. C'est après que j'ai compris que c'était... c'est une façon de t'aider en fait. De m'aider. C'est une façon de te ramener. Écoute, on est là, vas-y, amuse-toi, et puis voilà. Reste avec nous, ça va aller, reste avec nous, tu vois. Reste avec nous. C'était... Des fois, ils me voyaient, je parlais pas, ils me disaient, hey, vas-y, va danser là. Ils mettaient de la musique, mon coach, il mettait de la musique pour que je danse. Et c'était vraiment une famille. En plus, à l'époque, la notion de famille avait aussi éclaté parce que la famille dont je rêvais, la famille avec qui j'étais, tout était parti. Donc, retrouver cette sensation de famille avec le CrossFit, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Donc, j'arrivais là-bas, ça me faisait du bien. J'arrive ici, je vais à Mozonen. Tellement, tu le vois, hein, je suis à la maison. Comme je suis à la maison, c'est vraiment, je me mets à nu, quoi. Je fais ce que je veux, je suis chez moi. Qui veut parler n'a qu'à parler. Qui veut me regarder n'a qu'à me regarder. Et parce qu'en fait, c'est mon moment de joie. C'est le moment où je retrouve la vie. Et donc, quand je vais faire mon activité physique, c'est respecter mon corps, lui donner ce dont il a besoin, respecter mon esprit, lui donner ce dont il a besoin. Mais c'est aussi donner à l'enfant que je suis un moment de liberté. C'est lui dire, OK, amuse-toi. Parce que c'est l'enfant qui s'amuse quand je suis au sport. Et je lui donne de la vie. Et donc, il s'amuse, il vit sa vie. Parce qu'après, quand on retourne à la maison, l'adulte reprend le relais parce qu'il faut payer le loyer, il faut travailler, il a les responsabilités, il y a le stress. Tu gardes aussi une certaine innocence et aussi tu te satisfais et tu prends du plaisir dans les choses simples, tu vois. Et puis, quand toi tu viens à Motherland aussi, tu viens aussi à un créneau où tout le monde vient à la même heure et ce sont des personnes qui sont très humains, très humains. Très famille tous, ils sont tous là à se serrer les coudes les uns les autres et puis c'est une atmosphère qui est très positive, tu vois, pour tous. Sinon je serais partie en fuyant. Mais voilà, c'est ça pour vous dire que c'est important de parfois prendre le temps de s'arrêter quand on a des émotions comme celles que j'ai vécues qui rentrent dans notre quotidien, de les voir arriver et de faire en sorte de se faire aider. Parce que si on a les moyens, et si on n'a pas les moyens, il y a des trucs gratuits qui existent qui peuvent nous aider à trouver les solutions et à aller vers la guérison. Parce que tu sais, moi, quand je vois des gens, il y a 2 ans, il y a un truc qui m'avait choqué. Il y avait un influenceur, un danseur là, qui avait une femme, des enfants, qui était très connu sur TikTok, j'oublie toujours son nom, qui s'est suicidé, un monsieur. Et quand c'est arrivé, je me rappelle, j'appelle ma meilleure amie et on en parle et je lui dis, tu sais, c'est bizarre parce que je me suis reconnue en lui parce que il était très connu des réseaux. En plus, moi, à l'époque, mon Instagram, bon, là, en ce moment, il stagne, mais c'est vraiment la période où j'étais la plus suivie. Les gens m'adoraient, j'avais plein de partenariats, tout ça. Et donc, j'étais vraiment... Les gens, ils me disent, Margot, c'est une star, tu vois. Et en plus, ma vie avait l'air parfaite. Ouais. Donc, dans le regard des gens qui me croisent tous les jours à Dakar, Margot, c'est la fille qui est heureuse, qui est toujours souriante, qui est toujours de bonne humeur, qui est heureuse, qui danse, qui fait ci, qui fait ça, mais qui était totalement en souffrance. Et que lui, un jour, il s'est réveillé, il a mis fin à ses jours, paix à son âme. Ça aurait pu m'arriver, ça aurait pu être moi. Et tout le monde aurait dit, waouh, mais attends, mais c'est elle qui était en soirée hier soir qu'on a vu danser. C'est elle qui... Bien sûr, l'image qu'on renvoie, mais pas que dans les réseaux, hein, même l'image qu'on renvoie au quotidien n'est pas forcément la personne que l'on est.
tu laisses que ton entourage peut être très proche. Alors, ça dépend des personnes, hein. Ça dépend des personnes. T'as des personnes qui sont très, très extraverties. Il y a du bon, il y a du mauvais aussi à ça, hein. Mais toi, par exemple, tu t'es quand même rattaché à des amis qui étaient là pour toi. Moi, j'ai eu un collègue quand j'étais à l'armée. Euh, Pareil, on revenait de mission, une personne qui est toujours très, très joyeuse et un matin, il est pas là. Et puis, en fait, on nous apprend qu'il s'est pendu, en fait, tu vois. Alors que pourtant, au quotidien, c'était une personne qui a toujours le sourire. Alors, ça veut pas forcément dire que c'est des personnes qui sont bien. On connaît pas vraiment les gens. On connaît pas. Souvent, les gens sont assez dans le jugement sur des comportements, mais il faut prendre le temps de pouvoir écouter l'autre et puis de faire attention aussi à certains petits points, certains petits facteurs qui peuvent aussi mettre la puce à l'oreille et se dire, OK, celui-là, il est pas forcément bien. Et tu vois, par exemple, tu viens à Motherland, il y en a plusieurs hein, dans ce cas-là de figure, tu vois, qui ne prennent pas forcément la parole et qui ne le montrent pas forcément. Après, avec qui je peux avoir des discussions ou pas, mais qui utilisent l'activité comme un échappatoire. Voilà, exactement, comme un échappatoire, comme une bouée de sauvetage sur laquelle on peut s'appuyer, et puis voir des gens qui sont positifs, et puis après réussir du coup peut-être à trouver des solutions par la suite, tu vois. Totalement. C'est pour ça qu'il faut faut faire des check-up. Moi, c'est le conseil que je donne aux gens, ayant été des deux côtés. Il faut faire des check-up. Quand on voit quelqu'un qui sourit tout le temps, faut pas partir du postulat que parce qu'il sourit, la personne elle est heureuse et que tout va bien dans sa vie. Bien sûr. Et faire attention aussi à ce que les gens ils vous montrent. Ils vous montrent ce qu'ils ont envie de vous montrer. Et aujourd'hui, je suis contente parce que c'était aussi Margot, tu vois, les réseaux qui... C'était aussi Margot, mais c'était la Margot qui cachait l'autre Margot Bien sûr. qui est en souffrance. Et donc, du coup, c'était une sorte de protection. Faut pas aussi que les gens les sachent, parce qu'après, ils me posaient des questions et j'ai pas envie d'en parler. Et puis aussi, pour toi, c'est aussi une façon de te dire, en fait, regarde, la vie, elle est aussi belle, tu vois. Et puis, regarde, il y a aussi ça qui est positif. Et en fait, c'est une façon aussi de montrer à l'autre Margot qui est négative. OK, il y a aussi un beau côté de la vie. Et puis, te raccrocher à ça, tu vois. Et puis, entendre des compliments aussi de la part des personnes, te permettent aussi de pouvoir tirer des choses positives. Et puis, malgré la tonne de choses négatives que tu peux penser de toi ou penser de la situation, bah, tu as quand même des personnes qui essaient de compenser cette balance en t'apportant aussi des choses positives. Donc, Totalement. En tout cas, faites des check-up. Faites des check-up à vos amis, demandez-leur comment ils vont, mais vraiment. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des amis avec qui je me mets à nu, littéralement. Je peux te dire que le matin, on peut s'appeler, on va rester 1 heure au téléphone. On va s'appeler le midi, on va rester 1 heure au téléphone. Le soir, on va s'appeler, on va rester 1 heure au téléphone. Et pourtant, on va tourner mais autour des mêmes sujets parce que je sais que je peux le faire. parce que tu as des amitiés qui sont profondes et sincères. Profonde, très, très profonde. Moi, je ne rigole même pas avec ça. Et d'ailleurs, même dans les relations de couple, je cherche beaucoup l'amitié. Parce que c'est comme ça que tu construis quelque chose de solide. Et donc, tous les gens qui n'ont personne à qui parler, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Faut vraiment qu'on fasse attention. C'est pour ça que moi, j'essaie toujours de laisser les gens avec une note positive. Et quand je vois les gens, j'essaie toujours de sourire ou de leur faire sourire. Parce que je me dis, je sais pas comment la personne elle a dormi hier. C'est pour ça que même avec mon Instagram, si vous regardez, je ne partage que quand je vais bien. Des fois, je pars un mois, je ne pense plus rien. C'est parce qu'en fait, je suis en train de gérer des trucs mentaux. Et il n'y a pas longtemps, c'était ça qui m'est arrivé. J'ai disparu pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais parce qu'en fait, c'était hyper dur pour moi. Et j'avais besoin de me dire, non, 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 tu arrêtes. Du coup, je suis retournée vers ma psy en mode, il faut qu'on se voit, il faut qu'on parle. Et après, c'est revenu. Et quand c'est revenu, je suis revenue. Parce que je me dis toujours, moi, avec Instagram, ou même quand tu le vois à la salle, des fois, je disparais. Combien de fois, des fois, je ne viens pas pendant 2-3 semaines. Tu m'écris, tu me dis, ouais, Margot, t'es où? Combien de fois tu m'écris, Margot, t'es où? Nanana. Et là, je t'explique ce qui va et avec beaucoup de bienveillance, tu me dis, écoute, ça va aller. Nanana. Et d'ailleurs, merci. Bon, je la connais déjà la réponse. Ouais. Hein. On pose la question, mais on connaît la réponse. Mais c'est juste une façon de te dire. C'est juste une façon de dire à la personne, écoute, mais tu réponds. On est là, t'inquiète pas, et reviens un peu à la maison aussi, ça va faire du bien. Tu le fais. Et c'est pour te dire que des fois, je disparais des réseaux, des fois, je disparais de la salle parce que j'ai besoin de me reconnecter. Parce que je me dis toujours que quand je vais vers les gens, il faut que je leur partage du positif. Donc, avec Instagram, je partage toujours que des choses positives parce que moi, je pense toujours à la Margot qui était en dépression en me disant, OK, sur les 33 000 personnes qui me suivent, ça se trouve qu'il y en a 30 000 qui sont en dépression aujourd'hui. Peut-être pas, j'espère pas, mais qui ont des pensées ou qui sont pas bien ou qui sont pas rêvés d'une nouvelle manière. Et je veux que quand tu vois ma story, qu'ils sourient.
parce que je leur raconte une connerie ou parce qu'ils voient que je suis bien habillée ou parce que je leur partage un truc positif. Et quand je vais à la salle, je veux que les gens ils sourient parce qu'ils me voient danser ou dire des conneries ou parce qu'ils me voient me faire engueuler par Ayman parce que je suis pas concentrée sur ma séance ou parce que. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est en moi aussi. Et c'est aussi un don que Dieu m'a donné. Et je me dis, je veux toujours continuer à l'utiliser de manière positive. C'est de laisser le sourire aux gens. Et parce qu'il y a aussi cette phrase de Maya Angelou que j'adore, et même au travail, je le mets partout, c'est les gens ne se souviendront quasiment jamais de ce que tu leur as dit, mais se souviendront toujours de ce que tu leur as fait ressentir. Dans 10 ans, tu croises quelqu'un, tu vas pas te rappeler des mots ou des échanges que vous avez eus, mais tu vas te dire, purée, je kiffe cette personne parce que, tu sais même pas pourquoi, mais parce qu'en fait, l'émotion qu'il t'a laissée, elle était positive. Oui. Et c'est ça que j'essaie de transmettre tous les jours au quotidien parce que j'ai été en dépression et parce que je suis encore en quête de guérison et toujours dans ce travail où j'essaie de chercher l'équilibre émotionnel. Et donc, je me dis, j'aimerais que les gens qui viennent vers moi me laissent du positif parce que je n'ai pas de trucs pour le négatif. Je n'ai plus de trucs de réservoir pour recevoir du négatif. Donc, s'il vous plaît, renvoyez-moi du positif. Et donc, je me dis, OK, ça se trouve, moi, aujourd'hui, je viens de changer leur quotidien ou je viens de leur faire passer du négatif au positif parce qu'ils ont vu ou parce qu'on a parlé ou parce qu'ils ont entendu. Oui. Donc, voilà, c'est hyper important pour moi. Et ça, tout cet équilibre, tout ce truc où je suis aujourd'hui, comme je le dis, je le répète encore une fois, il y a eu Dieu, il y a eu la famille, les amis, mais il y a eu le sport et l'alimentation. Parce que ce que tu manges, ce que tu mets dans ton ventre, si tu n'es pas bien, tu peux pas t'en sortir. En fait, d'ailleurs, c'est le cerveau. Hein. Je viens de lire un livre sur ça. L'estomac, c'est le deuxième cerveau. Donc, donnez à votre corps ce dont il a besoin. Donnez à votre esprit ce dont il a besoin. Il n'y a que comme ça que vous pouvez vivre. Vous pouvez survivre dans ce monde d'adulte. Surtout quand on est adulte et qu'on a beaucoup de choses à gérer. Si on ne mange pas bien, si on ne fait pas de sport, si on ne prie pas, en tout cas, si on n'a pas une sorte de foi ou de spiritualité, parce que ça peut ne pas être Dieu. On peut être 100% athée et être très spirituel. Donc, accrochez-vous à quelque chose, croyez en quelque chose qui vous pousse à vous réveiller tous les jours. Et quand vous vous réveillez, votre corps, il porte votre cerveau, il porte votre âme, il porte votre esprit. Donnez-lui ce dont il a besoin pour pouvoir le porter. Et après, votre esprit, nourrissez-le de choses qui le font grandir et qui le solidifient pour que vous puissiez gérer toutes les épreuves de la vie. Parce que des épreuves, moi, c'était une séparation. Demain, je ne sais pas quelle autre épreuve. Il va y avoir le deuil. C'est normal, c'est partie de la vie. Il va y avoir le deuil, peut-être le handicap, je ne sais pas. D'ailleurs, moi, je suis sourde d'une oreille. Je suis sourde de l'oreille gauche. Ça se trouve, dans 10 ans... tout s'explique alors. Oui. Ça, à la salle, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Je suis sourde de l'oreille gauche. Et ça, c'est quelque chose que je ne dis pas. D'ailleurs, oui. Donc, en fait, je suis handicapée. Pardon, je rigole, mais je veux dire, j'ai un handicap. Donc, la surdité de l'oreille gauche, j'ai appris à grandir, à vivre avec. Depuis que je suis petite, je suis née comme ça. Donc, ça se trouve, dans 10 ans, mon oreille droite va partir et je vais me retrouver à apprendre le langage des signes et à m'adapter à la vie. Donc, si je ne suis pas forte pour pouvoir transformer ça en une force, je vais être dans la merde. Autant mourir. Donc, les épreuves, il va y en avoir d'autres qui vont arriver. Donc, solidifiez-vous physiquement, donc dans la santé. J'ai toujours le sport, j'y vais tous les jours. Il y a toujours quelque chose qui me permet de tenir. J'ai les 3 choses là que je manie là pour me permettre de tenir parce que je me dis, la vie d'adulte, elle ne fait que de commencer là. Je ne suis ni mariée, je n'ai pas encore d'enfants, je suis célibataire. Il y a trop de trucs. J'ai encore mes parents qui sont vivants, j'ai tous mes frères et sœurs qui sont vivants, je touche du bois. J'ai mes amis, tous les gens que j'aime, en fait, ils sont encore autour de moi. Est-ce que je vois très bien. Que le jour où, soit peut-être que je vais partir avant, mais le jour où je vais commencer à en perdre, ou le jour où les épreuves, où la santé, parce que j'ai encore la santé, les maladies peuvent arriver, le deuil peut arriver. Et d'autres combats, difficiles vont arriver, il faut être prêt. Hein. Mais je veux m'armer. Alors, on n'est jamais prêt, mais on peut faire en sorte à l'être du mieux possible, en tout cas, tu vois. Je me prépare. Je me prépare et le sport. Les amis, je vous le répéterai jamais assez, pire. Le sport, c'est bref, je ne veux pas entre le... Bon, tu prêches un convaincu hein, par rapport au sport, mais... Et de la bienveillance, tu vois, je veux dire... tu sais, il y a une phrase, moi, qui a souvent résonné, tu vois, c'est... On te dit, c'est pas dans la tête qu'il manque quelque chose, c'est dans le cœur, tu vois. Et souvent, le jugement peut vite apparaître, tu vois, quand on voit des personnes. C'est comme les personnes, des fois, j'entends des discours en disant, oui, mais la personne, elle est, entre guillemets, je répète les termes, elle est grosse.
il faut juste qu'elle arrête de manger. Non, mec, c'est pas aussi simple que ça du tout. Ou alors, il faut juste qu'elle aille faire du sport. Mais tu peux pas savoir le combat qu'elle doit mener pour venir à une salle de sport pour elle. Pour toi, c'est quelque chose qui est normal parce que tu l'as pratiqué peut-être depuis que t'es jeune, depuis que t'es petit. Et il faut accepter le fait aussi que des choses simples pour moi peuvent être des choses difficiles pour quelqu'un, comme des choses difficiles pour quelqu'un peuvent être très simplement pour moi. Et continue à être, comme tu dis, bienveillant envers les autres. Mais moi, une chose que j'ai remarqué, c'est qu'en règle générale, les personnes qui ont le plus souffert, c'est ceux qui sourient le plus. Et c'est ceux qui se satisfont, en règle générale, le plus des choses simples de la vie. Et ceux qui apportent aussi beaucoup, énormément de bienveillance et très peu de jugement envers les autres. Donc, je pense qu'il faudrait tendre à être ce genre de personne, tu vois, gagner en sagesse et faire une introspection régulière sur ce qu'on apporte. Et puis, comme tu dis, les gens qui sont positifs et qui t'apportent des choses positives, tu les gardes. Et puis, les personnes qui, malheureusement, eux, sont à un stade de leur vie où, qui font pas forcément d'introspection ou qui n'apportent pas des choses positives ou qui sont pas encore à cet alignement-là, ben, les mettre de côté et te consacrer sur des personnes qui t'apportent de l'intérêt et aux situations ou alors aux actions que tu peux faire au quotidien qui te font du bien et qui te tirent vers ce bien-là, tu vois. Et comme on disait aussi, dans des situations comme celle-ci, ou même pas forcément dans une situation de dépression, mais ne pas forcément hésiter à vouloir consulter parce que dans ton cas de figure, tu as dû passer par un choc émotionnel pour te dire, OK, il y a quelque chose qui s'est passé avant qui m'a fait du mal ou qui m'a atteint. Et aller consulter un psy n'est pas quelque chose de négatif. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes dans notre société le voient comme quelque chose de tabou. Ah, faut surtout pas le dire. Mais il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, le psy t'aide à faire une introspection, t'aide à trouver un équilibre, à pointer le problème et trouver du coup la solution à ce problème-là. Et tout le monde peut même se sentir bien au quotidien, mais a quand même besoin d'avoir des échanges comme cela qui nous permettent de faire un travail intérieur, un travail sur soi et nous tirer vers le haut, tu vois. Et je parle de tirer vers le haut personnellement. Et pour apporter des choses positives, comme je t'avais dit du coup aux autres, il faut déjà s'apporter des choses positives soi-même et être en équilibre aussi avec soi-même pour pouvoir du coup véhiculer au mieux les choses qu'on a envie de véhiculer aux gens. Et parce que parfois on peut vouloir véhiculer des choses correctement aux gens, mais en fait on le fait pas correctement, ce qui fait qu'on le véhicule pas, ou mal, ou très mal. Et en fait on s'en veut parce que du coup c'est pas ce qu'on a voulu faire. Donc voilà, et ne pas hésiter à parler et surtout pas rester seul et se renfermer sur soi-même parce que les idées sombres peuvent arriver et le passage à l'acte parfois peut se faire un rien, peut déclencher quelque chose qui peut être malheureusement irréversible. Voilà. Totalement. Donc, Totalement d'accord. Squeeze. voilà. Ne faut pas rester seul, tu l'as très bien dit. Il faut pas abandonner, en fait. Après, c'est dur, on n'a pas tous le même caractère, on n'a pas tous le même contenant. Bien sûr, non mais bien sûr. Un contenant Bien qui sûr. permet de pouvoir, voilà. Mais des solutions existent parce que même si on n'a pas, notre contenant il est petit, on peut toujours aller chercher un apport à l'extérieur. Bien sûr. L'aide existe, des solutions existent. Faut... Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Hein. Il faut pas avoir de honte en fait. Il faut pas avoir honte. Pas avoir honte, il faut pas avoir peur. Je veux dire, ça arrive à tout le monde et tout le monde peut être dans des situations comme celle-ci et ça peut arriver pour un rien. Je veux dire par là que la dépression, c'est pas forcément la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut être un vide interne qu'on peut ressentir, mais il y a quelque chose qui vient forcément. Il y a forcément une source à tout ça. Mais voilà, faut pas avoir peur d'en parler. Juste en parler aux bonnes personnes qui, elles, seront bienveillantes, seront à l'écoute, comme tu dis. Et garder ce cercle, comme tu dis, d'entourage qui est positif et qui t'apporteront du bon et qui ne sera jamais dans le jugement. Les garder autour de toi, tu vois. Et c'est pour ça, tu vois, quand tu parlais du cours, quand tu parlais de tes séances de sport et du cours qu'on pouvait avoir du coup à 19h, ce sont des personnes qui sont extrêmement bienveillantes. Il n'y a pas que, mais je veux dire par là que, vu que tu participes à ce cours-là, du coup, on en parlait. Ils sont extrêmement bienveillants, ils sont très rarement dans le jugement des autres, et puis et ils le voient, tu vois, ils parlent pas beaucoup de la vie des gens, ils parlent pas beaucoup, ils rentrent pas dans l'intimité, mais ils voient quand ça va pas, et ils savent comment être là pour les autres, tu vois, quand c'est le cas, tu vois. Des fois, j'arrive avec les yeux tout rouges, ils me regardent et ils rigolent. Je se dis, laisse-moi tranquille. Voilà. Et ils savent que je venais de pleurer. Et c'est aussi un endroit bienveillant parce que si je peux me permettre de venir n'importe... Dans un certain état, bien sûr. Hein. Des fois, j'arrive vraiment, je venais de pleurer et j'ai pas honte de venir parce que je sais que it's a safe place.
Bien sûr. C'est important d'avoir des safe places quand on n'est pas dans un état ou en tout cas quand on est dans un état dépressif ou anxieux ou quoi que ce soit. Si on a des safe places, c'est que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. C'est là-bas où on va puiser. C'est les safe places auprès des amis, de la famille. Et moi, en l'occurrence, je les avais aussi à travers le sport et les box de CrossFit où j'ai été. Et là, dernièrement, c'est Mozoland, quoi. Donc, ces safe places-là, il est précieux. Bien sûr, et tu as mis, en fait, si tu regardes bien, tu as mis plusieurs outils en place. Le premier outil, comme tu en as parlé au départ, tu as dit l'écriture. L'écriture fait partie des méthodes qu'on peut mettre en place pour des cas de dépression, en tout cas pour pouvoir extérioriser un petit peu. Donc l'écriture, la parole aussi, le fait aussi que tu t'es mis aussi à voyager pour pouvoir du coup sortir d'un cadre, voir autre chose et puis repartir sur quelque chose de nouveau, de pouvoir reprendre un second souffle aussi. Et permettre aussi de ce détachement, de te dire ok, qu'est-ce que ça m'apporte avec plus de recul, les choses positives, les choses négatives, qu'est-ce que je peux faire ou non, et puis voilà. Mais puis aujourd'hui, sur le coup, tu le vois comme un combat, ce que tu as mené, tu le vois comme une montagne insurmontable, et puis tu te dis, je n'en verrai jamais le bout, tu vois. Après, bon, moi, je suis quelqu'un de croyant, tu vois, je pars du principe que chaque étape qui sera mise dans ma vie, si Dieu me l'a mis, c'est que je suis capable de le surmonter, mais même si c'est difficile, et tu sais, on te dit que les choix les plus difficiles sont les choix les plus importants que tu auras à faire dans ta vie, tu vois. Et puis, une fois que tu te relèves de tout ça, tu te relèves qu'en étant une meilleure personne et en étant plus grand, plus fort, plus réfléchi et plus posé aussi. Tu vois. Mais moi, je rends grâce pour cette... on va dire, c'est les montagnes russes que j'ai dû grimper. J'ai pas fini parce que la vie, on grandit, il y a d'autres choses qui arrivent et on est en constante apprentissage, Bien sûr. ça, learning dans ma tête. Mais je rends grâce parce qu'aujourd'hui, la femme que je suis, je ne l'échangerai pour rien au monde de la femme qui était dans cette relation. Voilà. Donc, c'est grâce à cette période difficile qu'aujourd'hui, je me rends compte de qui je suis, quoi. Et des fois, et je me regarde bien sûr avec un regard encore dur de quelqu'un qui me juge beaucoup, mais en même temps, je me regarde de plus en plus avec énormément de fierté. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas avant, par exemple, parce que j'attendais l'amour de l'autre pour savoir qui j'étais. Et alors que là, je me regarde tous les jours, je me dis, waouh, Margot, t'as fait ci, waouh, Margot, t'as fait ça, waouh. Et ce waouh-là, waouh, que je rends grâce à Dieu maintenant de le dire, alors que je n'ai jamais dit avant. Je le dis tardivement quand même. Je suis encore jeune, mais j'aurais aimé le dire à la vingtaine, parce que je pense que j'aurais fait des choix différents. Et ça, mais je suis contente. Je suis contente. Oui, mais au moins tu l'as fait, tu vois, parce qu'il y a des personnes qui le font pas et qui partent un jour à un certain âge avancé et qui l'ont jamais fait, tu vois. Non, moi c'est obligatoire. Et là, aujourd'hui, vraiment, je suis encore dure avec moi-même parce que je veux aller dans un endroit là, il faut que j'y arrive. Mais je sais que je suis de plus en plus bienveillante avec moi-même. Mais c'est parce que je fais ce travail de thérapie et je fais ce travail aussi. Le sport, tu sais, le sport, ça te rend humble, ça te rend... je mélange entre l'anglais, le français et le wolof. J'ai 3 mots veulent sortir en même temps. Je voulais dire de fleur humble, mais ça ne veut pas dire la même chose. Tout à fait. Désolée. Mais voilà, le sport, ça te rend très humble. Et je ne sais même pas pourquoi je dis ça, c'est pour te dire que tout ça me force à vraiment me dire, ok Margot, tu es dans la bonne voie, tu es dans les bonnes outils, souffle, bravo. Et ça va aller. Hein. Je m'applaudis et après, le lendemain, bien sûr, je serai la première à me taper dessus, mais je commence petit à petit à m'applaudir. Et ça, ça fait plaisir. Mais c'est la thérapie, le sport, toutes ces choses-là qui me permettent de petit à petit me dire, oh Margot, you did good. Et t'es dans la bonne voie. Et du coup, je me réveille le matin, maintenant, je me dis, bon, c'est bien Margot. Alors qu'avant, j'allais me dire non. Parce que c'est dur avec toi-même, ouais. Ouais, alors que là, je suis très fière et je rends grâce. Et vraiment, cette épreuve-là, je rends grâce. Elle est arrivée dans ma vie, c'est pas pour rien. Dieu, vous devez me l'envoyer parce qu'il savait que si j'étais pas passée par ça, je serais jamais revenue au Sénégal. C'est parce que j'ai eu cette période-là que je suis revenue vivre au Sénégal. Sinon, je serais pas retrouvé, en tout cas peut-être pas aussitôt, mais en tout cas je me serais peut-être pas du tout, tu vois. Si tu continuerais à vivre à travers le regard de quelqu'un. Exactement. Parce que tu sais même pas, quand t'es en relation, des fois tu te dis est-ce que
est-ce que tu aimes la personne qui est en face de toi ou est-ce que tu aimes la façon dans laquelle cette personne te voit toi, tu vois? Et en fait, est-ce que tu aimes ta personne à travers ses yeux, elle ou pas, tu vois? Donc, et c'est pour ça que je dis que c'est important après, par la suite, de te poser toutes ces questions et de te dire, ok, bah en fait, qui je suis, est-ce que c'est moi que j'aime vraiment ou est-ce que ce que j'aimais, c'était le reflet qu'il avait envers moi et toutes ces choses-là. En tout cas, ouais. En tout cas, merci beaucoup Margot. Merci infiniment pour ton partage. Merci pour ton courage d'avoir parlé de tout ça du coup et de le rendre aussi public. J'espère que ça parlera aux personnes qui nous regardent aujourd'hui et j'espère aussi que les conseils que tu as pu leur apporter et se seront parlants pour eux, leur apporteront quelque chose. Et encore une fois, il ne faut pas hésiter en tout cas à prendre la parole, à parler, consulter, demander de l'aide en tout cas s'il y a besoin. En tout cas, merci beaucoup Margot. Merci Ayman. Et j'en profite encore pour dire que souvent on ne se rend pas compte de l'impact de certains mots quand on les reçoit. Et je sais que tu as toujours été là avec peu de mots, mais assez de mots. Voilà. Non, c'est vrai, c'est peu de mots. Ayman, c'est vraiment le coach assez dur avec nous tous. Mais à chaque fois, Le point des mots, ouais. voilà, sache que ce que tu as créé, Mozoland a été aussi ma safe place à moi. Quand je suis arrivée au Sénégal, j'avais besoin aussi de refaire et ça a été un repère pour moi dans cette aventure sénégalaise où je devais me retrouver. Et donc, merci d'avoir créé cet espace pour que des gens comme moi, quand ils sont perdus, puissent trouver un repère. Et même au-delà de Mozoland, c'est juste la personne que tu es et comment tu as toujours été bienveillante avec moi. Dans des périodes de ma vie où tu ne savais même pas ce que je vivais, bah, sache que ça a eu un impact positif dans ma vie. Donc, merci et merci de m'avoir donné cette opportunité de partager ma petite histoire, parce que ce n'est pas des choses dont je parle dans mon Instagram à moi, parce que je suis encore un peu pudique. J'ai encore été un peu pudique. J'avais même honte. Même des fois, quand les gens me demandent, je n'ose pas dire « Ah, je suis célibataire, ah, la vie elle est difficile, tu vois ». J'ose pas. Il y a des trucs, il y a des notions, il y a des choses sur lesquelles je n'ose pas forcément parler sujet Dakar Dream. Et donc là, c'est peut-être l'occasion aussi d'ouvrir le débat sur ces sujets-là. Oui, donc, et de véhiculer une image que tu as, enfin pas une image, mais un trait de ta personne mon histoire qu'ils ne savent que tu n'avais pas forcément parlé et aujourd'hui que tu assumes parce que tu l'as traversé et que tu arrives au bout d'un acheminement. Et puis en tout cas, merci aussi à toi parce qu'à chaque fois que tu viens nous voir, même si des fois tu es triste, mais tu viens toujours nous voir avec des ondes très positives et c'est bénéfique pour nous tous, pour moi et je le vois bien que ce que tu apportes en tout cas à l'entourage fait la différence. Quand Margot est là, on le ressent. Et si c'est le cas... Si je dis ça, c'est parce que je fais que dans des bêtises, c'est pour ça. Merci beaucoup Ayman, c'était un plaisir et vraiment merci pour tout. Plaisir partagé. Hein.